Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille le mardi exceptionnellement parce qu'hier c'était férié et c'était pas de gaieté de cœur parce qu'aujourd'hui on va devoir parler de Mercato. La première partie ça va être Mercato, c'est pas le sujet que je préfère mais grâce à monsieur Jean-Charles Debono. Comment ça va Jean-Charles? Ça va bien moi, merci. Il a ramené un sujet d'intérêt pour venir faire l'émission. Stéphane Sparagna, on te remercie d'être là. Merci à vous. Donc on va faire la deuxième partie en parlant de quelque chose d'intéressant, ta carrière. Merci. Ça m'intéresse plus que le mercato, voilà. Et oui, mais il faut penser aux autres mois parce que nos auditeurs aiment aussi les rumeurs bidons du mercato. Voilà, et donc Nicolas Filleul, toujours présent. Donc première partie, la foire aux saucisses mercato, et deuxième partie, l'interview Stéphane Sparagna. On commence la première partie. Alors, la rumeur qui fait flipper tout le monde, on va commencer par là. Ça commence, on n'a pas commencé l'émission, ça fait flipper. Il faudrait, je vais voir si je peux ajouter une petite, tu vois, un petit truc psycho, une petite musique angoissante. Luis Gustavo à Lyon. Donc, c'est l'équipe qui sort cette info. Les Lyonnais voudraient attirer un grand nom au milieu de terrain et Gustavo les intéresse. Est-ce que tu y crois, toi, Jean-Charles? Je ne voudrais pas y croire, parce que moi, je voudrais le conserver, Gustavo. C'est-à-dire qu'on a notre meilleur joueur qui n'a quasiment pas joué cette saison. Qu'un club qui joue la Ligue des Champions... Il a joué, mais pas au bon poste. Oui, bon. Qu'il y a un entraîneur qui n'a pas trop voulu le faire jouer. Allez, on va débattre là-dessus. Mais c'est un peu gâché, quoi. Voilà, qu'il est un peu gâché. Ça serait une belle bêtise pour l'Olympique de Marseille. Je pense que le nouvel entraîneur est conscient aussi des qualités de Gustavo. Je pense que c'est un joueur qui apporte déjà au niveau du vestiaire, au niveau de l'expérience. Qui parle la même langue que lui. Qui parle la même langue. Et qui parle le français parce que... Qui parle le français aussi. Qui a aussi... cette envie de beaucoup donner aux jeunes joueurs, ce qui est important aussi. On en parlera avec Stéphane, puisque lui, il a débuté à l'Olympique de Marseille, d'avoir des anciens joueurs qui apportent aussi beaucoup d'expérience et qui donnent des conseils. Et puis après, il y a la qualité footballistique de ce joueur-là, qui est une expérience incroyable, du talent. Donc Jacques-Henri, t'as compris, voilà, il part pas, voilà. Il bouge pas. Moi, j'aimerais bien qu'il reste en fait. Voilà. Je pense pas lui. Peut-être un autre, mais pas lui. Et puis Nico, tu me parlais aussi du salaire, du salaire de Luis Gustavo et des salaires. Déjà, que Lyon s'intéresse à Gustavo, moi je trouve ça logique. S'ils veulent un milieu de terrain solide, c'est sûr qu'il est brésilien comme l'entraîneur, comme le directeur sportif. Mais après, Gustavo, c'est au moins 500 000 par mois. Et Lyon, le plus gros salaire, c'est Memphis Depay, qui a 360. Donc ça fait quand même un énorme gap. Déjà qu'il galère à signer le Portugais Lopez, qui demande 400 000 par mois. Ça me paraît compliqué en termes de salaire, à moins que Aulas il ait décidé d'exploser sa grille salariale. Ça me paraît très compliqué que Lyon paye ce salaire-là. Bon voilà, Stéphane, toi qu'est-ce que tu as pensé de Luis Gustavo, un joueur que tu as suivi, parce que je suppose que tu suis toujours l'OM. Ouais, je suis toujours l'OM, ouais. Donc qu'est-ce que tu penses du joueur? Et puis en plus c'est quelqu'un qui évolue un peu au même poste que toi, mais différemment, parce que toi tu préfères jouer en défense centrale lui au milieu. Et voilà, lui au milieu, mais des fois, qu'est-ce que tu penses un peu du mec? Gustavo, on sait que c'est une référence européenne. Il est passé par les plus grands clubs brésiliens. Il a joué avec l'équipe nationale. Après, l'intérêt que lui porte Lyon, je trouve ça normal. Je pense que s'ils peuvent faire ce coup, c'est plus que bénéfique pour eux. Et en tant que supporter de l'OM, j'espère qu'il restera avec nous pour encadrer justement les jeunes joueurs qui arrivent du centre de formation ou les autres, parce que maintenant, il connaît bien le club, il connaît bien le club de Marseille, la ferveur qu'il peut avoir ici. Je pense que c'est un atout pour l'équipe, surtout avec Villas-Boas, comme dit Jean-Charles, qui est un entraîneur qui parle portugais, qui parle sa langue. Après, si je pense à la place de Gustavo, l'intérêt d'un club comme Lyon qui va jouer l'Europe, je pense, si j'étais Luis Gustavo, je pense que j'irais à Lyon. S'il n'y a pas d'autre proposition derrière, mais si on compare le challenge et les 2 saisons précédentes que l'OM a pu connaître, les difficultés qu'il a eues cette année avec Garcia qui le mettait souvent en défense, j'espère qu'il n'est pas très frustré et qu'il fera encore une saison à l'OM. Après, moi, je pense surtout que Luis Gustavo, il a failli partir en Chine cet hiver parce qu'il avait a priori une proposition de dingue financière. Ouais. S'il part, ça va être pour ça. Ça va être pour faire un dernier gros contrat. Et j'espère, il a encore 2 ans de contrat avec l'OM. Je pense que le président Hérault, il ne peut pas le vendre à un concurrent direct, quoi. Mais en plus, c'est un relais pour l'entraîneur, Gustavo. Et puis quand on a un joueur sur le terrain et qui va prendre des informations sur le banc de touche pour les donner à ses partenaires,
c'est hyper important pour une coach. C'est un joueur totem. On sait que le public, bon voilà, oui, il n'a pas été toujours enchanté ces dernières années à l'OM et il adore Luis Gustavo. C'est pas tous les joueurs qui ont un chant dans les virages, etc. Non. Donc il protège de la pression les autres aussi. Donc bon. Oui. André, c'est aussi à toi de bien vendre le projet à Luis Gustavo. Il y a le changement de coach, mais après, on sait que l'OM a besoin d'argent. Et si l'OM, ils peuvent se séparer de ce gros salaire, ils le feront. Après, de là, le vendre à un concurrent direct, j'espère que ça sera pas fait. Bon, on parle d'un autre cadre de l'Olympique de Marseille. Alors là, ça paraît être un peu plus fantaisiste. C'est Hiroki Sakai qui intéresserait Tottenham. Alors pas fantaisiste parce qu'il est très bon à l'OM. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi. Toi, quel est ton regard sur ce joueur-là? Moi, j'ai connu Hiroki juste avant de partir de l'OM. Je l'ai connu très peu de temps. Il venait juste d'arriver. Ouais, voilà, moi, lui, il est arrivé et moi, je partais. Et non, je crois que j'étais prêté à Auxerre. Ah oui, c'est l'année où j'étais tu prêté à pars Auxerre. Auxerre. Et déjà, c'est la culture japonaise à l'état pur. C'est le mec, il arrive à l'entraînement en avance. C'est un bosseur du début à la fin, avant, après. Il ne dit pas un mot plus que l'autre, toujours le sourire. Donc, humilité totale. Il fait ses petits tours de terrain après chaque entraînement, alors que tout le monde est rentré. Très sérieux comme joueur. Et je pense aussi que l'OM a besoin d'un joueur comme ça. Parce que ça reste un exemple. Comme moi, je n'ai pas connu, mais des échos que j'ai eus, comme des mecs comme Heinze, qui est de vrais bosseurs et qui était un exemple pour le groupe. D'avoir des joueurs comme Gustavo, qui a un cadre et qui a un rôle de capitaine, et des mecs comme Sakai qui montrent l'exemple sur le terrain. Je pense que c'est important de les garder. Après, que ces deux joueurs-là aient des propositions et des intérêts en Europe, je trouve ça totalement normal parce que ça reste des valeurs sûres, je pense. Après, donc là, c'est Sky Sports qui sort cette info. Donc, on parle d'un prix autour de 10 millions d'euros. Et ce serait aussi, ce serait pas la priorité de Tottenham, mais ce serait un peu leur plan B par rapport à son âge. Et en fait, il y a plusieurs questions à se poser. Déjà, est-ce que, bon, pour lui, forcément, c'est un intérêt de partir à Tottenham. Mais est-ce que l'Olympique de Marseille peut trouver un joueur qui apporte autant au club qu'Hiroki Sakai pour cette somme-là d'argent? C'est la grosse difficulté. C'est que se séparer de Sakai pour 10 millions, je veux bien, ça représente quoi aujourd'hui 10 millions? Quasiment plus rien dans le monde du football. Je pense que ça représente plus rien. C'est même pas le prix d'un jeune joueur qui commence à jouer en première division. Voilà, surtout s'il est jeune, il vaut direct non, mais voilà, c'est 100 ce millions. que je veux dire. Donc 10 millions, se séparer d'une pièce maîtresse, d'une mentalité irréprochable et qui apporte toujours dans le groupe aussi, pour moi, ça serait une bêtise. Maintenant, bon, après, ils vont faire avec les moyens du bord. Peut-être ça serait un petit peu plus cher. Aller faire aussi la doublure du côté de Tottenham, c'est pas trop l'intérêt du joueur non plus. Bon, après, il va jouer la Ligue. Si ça devait il se va faire, jouer la Ligue des Champions, mais il faut qu'il s'impose. C'est la première ligue. Il va falloir qu'il s'impose. Ce serait une progression de carrière pour lui. Oui, c'est une progression de carrière, mais après, est-ce que c'est une progression de carrière et jouer doublure et dire je suis dans un grand club? Est-ce que c'est le bon choix ou pas? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que de rester à Marseille en sachant qu'il est aimé et qu'il apporte énormément dans ce club-là et que le staff le soutient? C'est un autre choix. Voilà, après, donc, c'est sûr que Gustavo et Sakai, voilà, il faut bien réfléchir quand même. Il n'y en a aucun ici qui veut les voir partir. C'est des joueurs un peu totem. Démunir aussi de pièces maîtresses. Ça veut dire que si on veut rejouer cette saison, la saison 2019-2020, la Ligue des Champions, Gustavo s'en va, Sakai s'en va, peut-être d'autres qui vont partir. Ça voudra dire que derrière, il va falloir recruter. Là, c'est les combattants. C'est les mecs qui tirent le goulot, oui, voilà. comme tu dis. Au-delà de la qualité, c'est les mecs ils ont la exemplaires. mentalité. Et puis c'est des combattants. Tu rajoutes Lucas Ocampos et c'est bon, tu as le trio magique. Voilà, et ce ne sont pas les valeurs marchandes, ce très beau mot pour parler d'êtres humains dans le football. Et par contre, l'une des valeurs marchandes donc, de l'Olympique de Marseille, Nico, c'est Morgan Sanson. Et donc ça parle d'une offre de West Ham. C'est toujours Sky Sport, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Oui. Mais apparemment, il y aurait plusieurs clubs qui seraient sur le coup en Angleterre. On parle d'une offre de 35 millions d'euros. Non, je crois que c'est le prix que veut l'OM, 35 millions. Ah, c'est le prix que veut l'OM. Donc, parce que l'on revendu à 35. Voilà. Est-ce que ce serait une bonne vente pour toi de toute façon, dans ce contexte? A priori, ça se dirige vers ça. Là, on sait que l'OM, il faut qu'il vende rapidement. Et le premier qui risque de partir, c'est lui. Et il a la cote en Première Ligue. Est-ce que 35 millions, je ne sais pas si ça va arriver là, mais les clubs anglais, on sait que pour eux, 30 millions, c'est comme nous, 5. Quoi. Après, Sanson, on connaît ses qualités, on les a vues, mais on a vu aussi un peu ses limites cette saison, avec un coach qui l'a un peu aussi ballotté à plusieurs postes. Mais il a cette capacité surtout à jouer dos au jeu, à se retourner toujours avec le bon contrôle. Ça, c'est quand même sa grosse qualité. Après, il y a eu quelques errements dans la finition. On sait qu'il arrive à se projeter bien dans la surface et qu'il ne termine pas toujours bien les actions.
C'est dommage, mais là, on sait que de toute façon, il va falloir faire des sacrifices. Voilà. Ah bah, Après, s'il venait à partir, parce qu'on a l'impression que par moment, il était un peu perdu sur le terrain et que ses qualités n'étaient pas exploitées. Donc, est-ce qu'on l'a pas perdu plutôt? Ça, on peut Après, il faut faire attention voilà. qu'il y ait un nouveau coach qui arrive aussi. Voilà. Il ne faut pas juger, je pense, les joueurs sur les 2 saisons présentes avec Garcia. Parce que là, il y a un nouveau coach. Et ça dépend de comment va gérer le groupe Villas-Boas. Tant les joueurs peuvent se révéler aussi. Voilà, et peut-être que justement, s'il lui donne un rôle bien précis, voilà, un rôle, voilà, quelque précis chose, avec, on va s'apercevoir voilà. qu'il est super fort et on va se dire... Ah, J'espère que le club, par contre, ne fera pas la bêtise de sacrifier n'importe qui pour soulager la masse salariale. Parce que derrière, s'il faut racheter des joueurs, je pense que le marché va être compliqué. Ouais. Et retrouver des joueurs de leur niveau et de Il leur qualité. Voilà, il n'y aura que des jeunes. Et on sait que l'OM, c'est un club difficile. Qui ont un salaire moindre parce que, bon, maintenant, c'est difficile de trouver un joueur qui vienne signer, abordable financièrement aussi. Pour 150 000 euros. Mais d'où voilà, ce aussi, qui est déjà ça. énorme. Non mais Jean-Charles, par contre, il va y avoir des sacrifices forcément, puisque tu te retrouves quand même avec un effectif qui est assez fourni et tu n'as plus de Coupe d'Europe cette année. Donc ils sont obligés de nettoyer l'effectif. Il faut s'apprendre à eux-mêmes. Hein. Ouais, mais après, d'accord, mais la réalité, elle est là. Non, mais maintenant, la réalité, elle est là. Maintenant, on en est là. Il va falloir faire des choix, quoi. Ouais, Non, mais mais combien de joueurs tu payes aussi cher Ouais. et qui ne jouent pas avec l'équipe professionnelle ou qui vont jouer en CFA? Alors, on parlait d'Abdenour, on parlait de Sertic, on parlait du Bocan. Ça fait quand même 3 gros salaires Non, mais ça, c'est sûr. qu'on paye pour rien, entre guillemets. Mais ça, déjà, il y en a 2 qui sont partis. Tu peux rajouter Rolando. Ça fait 3 jours. Voilà, de contrat. déjà, voilà. Ce que tu disais, Nico, c'est vrai, mais à se séparer de joueurs qui ont de gros salaires, il ne faut pas se tromper, en fait. Et Sanson, c'est le plus gros on salaire parlait de du club. Sanson et on parlait de Gustavo, et même de Sakai, qui a un salaire quand même. Non, mais le beaucoup gros moins. salaire, là, c'est Gustavo. Les 2 autres, c'est pas les plus Gustavo. gros salaires. Moi, je pense que Gustavo, bon, c'est vrai que bon, il a marqué le championnat français. Il a un Mais niveau aussi. il faut essayer de placer peut-être Strootman ailleurs. Plutôt, On quand essaie, on sait que. apparemment. Voilà. On essaie. Non, mais voilà. Non, mais a il y a priori, d'autres joueurs il pourrait peut-être faire à- les 2. Il pourrait faire les 2. Mais je pense que ça ne serait pas bénéfique pour Mais l'équipe. justement, Oui, je peut-être sais que pas on comment peut voir, plus là. avoir 10 joueurs à plus de 300 000 euros, mais c'est d'où l'intérêt de garder ces cadres, ces joueurs expérimentés qui ont réussi, qui sont aimés par le public, qui Bien sont sûr. aimés par le groupe et qui sont en plus, comme on a dit tout à l'heure, des exemples pour tout le monde. pour Après, les il y a joueurs d'autres et pour le solutions, public. hein, Donc, c'est Stéphane peut en Sakai et parler. Gustavo, on ne touche pas. Il y a d'autres solutions. On peut lisser sur plusieurs années le salaire. C'est-à-dire Ouais, que bah- Gustavo, il reste 2 ans. On peut lui faire une 3e année, mais lisser son salaire à moindre. Après, Voilà, je pense que On peut trouver des solutions il y a pour des alléger la masse solutions, salariale. oui, ouais. Ouais, c'est Voilà, sûr. c'est. Non, mais après, le motif d'espoir, c'est ce que tu disais. On a un nouveau coach, donc on va Eh jouer oui. différemment. Voilà, après, avec un nouveau coach, c'est différent. Et toi, tu l'as connu. Quand Marcelo Bielsa arrive, tout le monde disait ouais, cette équipe-là, ils sont pas bons, les Gignac et compagnie. Et tous ces joueurs-là, ils ont été énormes. Et maintenant, on dit ouais, Bielsa, il avait un bel effectif. Mais le bel effectif, c'est lui qui l'a rendu beau. Ah oui. Et là, je pense que c'est à Villas-Boas Absolument. de le rendre beau C'est parce ça. qu'il est beau l'effectif. Je suis désolé. Ah, il est mais beau c'est- l'effectif. t'as aujourd'hui. de très bons joueurs. Et au final, je ne sais pas si l'équipe n'est pas meilleure sur le papier, pas meilleure maintenant Parce qu'à l'époque de Bielsa. Ouais, voilà. je suis d'accord. Il y Ah avait bah plus oui, de oui, trous. oui. C'est C'est juste l'un de qu'il mes a- chevals de bataille donc, là-dessus, mais on en. T'as vu, je le dis à ta place, comme ça, t'as pas besoin. On parle, voilà, parce qu'après moi, il y a des trucs que je peux pas dire. Malheureusement, je veux dire un truc qui énerve beaucoup les gens. Mais tu connais très bien Maxime Lopez, avec qui tu as évolué. Et donc, on sait qu'il y a un peu cette idée que Morgan Sanson et Maxime Lopez sont dans un bateau et qu'il faudra vendre l'un des deux. Est-ce que toi, tu vois Maxime Lopez passer un palier encore? Parce que souvent, on dévalue un peu ce qu'il a fait. Mais déjà, c'est un jeune du centre de formation qui s'est imposé dans le groupe pro. Ouais. Donc, il a eu des coups de moins bien, des coups de meilleurs. Mais est-ce que toi, tu le vois encore, tu le vois encore aller plus loin à l'OM? Ou est-ce qu'il faut qu'il parte pour aller plus loin? Non, je pense qu'il peut aller plus loin à l'OM. Je pense qu'il a démontré encore cette saison, même si ça a été un peu plus compliqué. Je pense qu'il a eu le contre-coup de son explosion au sein du club. Après, voilà, c'est un jeune joueur et on ne peut pas leur demander tout de suite. Il faut laisser du temps, il faut qu'il prenne en maturité, en expérience, même s'il a quand même une bonne expérience Ouais, déjà maintenant. et il a de la maturité, on l'a vu quand ça Voilà. allait mal en janvier, il était lui sur le terrain. Oui, il Lui et prenait Camara des d'ailleurs, les deux jeunes responsabilités, qui euh, connaissent l'ambiance quoi, aussi. Le gros Ouais. problème de Maxime Lopez, c'est qu'on lui a collé une étiquette de joueur qui joue latéralement et qui joue. Non mais Ah, on en Villas revient Soulis, toujours par c'est non, vrai, mais, ouais. non mais c'est C'est vrai. vrai. On lui colle une étiquette, mais je suis certain. Ouais, tu sais très bien que je suis Je d'accord sais avec pas. ça. hein. Oui, footballistiquement, je pense qu'il a vraiment des qualités supérieures à beaucoup Après, d'autres est-ce que joueurs. c'est pas dû Au au championnat coach, de France. au championnat, mais aussi Ouais. au coach? Au Parce que bien le sûr, coach, c'est très défensif. Au championnat, et Donc, est-ce surtout, qu'il n'était pas freiné Le par le système fait de jeu. que Eh oui. prendre des risques, jouer vers l'avant, À mon avis, des il passes a entre dû les le freiner, lignes? lui dire Voilà. n'oublie pas ton travail défensif parce qu'il a progressé là-dessus. Sur ce côté agressif de récupérer les ballons, mais c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'a pas perdu des qualités de jeu plus vers l'avant? C'est un Du peu coup, comme Morgan Sanson, quoi, en fait. Bah, On ce se point-là, dit- c'est bien. Ce qu'il vient de dire, c'est bien parce que s'il a progressé au niveau défensif,
il peut être couplé avec Morgan Sanson. On peut jouer avec une sentinelle comme Gustavo. Et Max qui ferait le box-to-box entre 6-8. Et Sanson plus en offensif. Si ce coach est plus offensif comme d'ailleurs, je pense que la meilleure période de Maxime Lopez à l'OM, donc sur la durée, c'est l'arrivée de Garcia quand il installe un milieu de terrain avec vainqueur, Zambo et Lopez. Et donc, c'était complémentaire et ça s'imbriquait bien. Ça fonctionnait bien après. On ne peut pas dire que c'était un grand milieu de terrain quand même. Hein. Bah, Zambo, personne ne le connaissait. Non. Lopez qui débutait. C'était aussi un de mes chouchous, Zambo. Et vainqueur, on ne peut pas dire que c'est un immense joueur non plus. C'est un joueur de devoir voilà, sur lequel tout. tu peux Donc, t'appuyer. à un moment donné, si on donne de bonnes solutions, donc on compte sur Villas-Boas pour nous refaire quelque chose. On peut essayer de s'en sortir. C'est l'avantage d'un joueur aussi. Quand les jeunes joueurs, ils doivent prouver aussi. Oui. Comme Zambo et Lopez, ils avaient tout à prouver. Ils savaient que s'ils restaient sur la retenue, ils n'allaient pas enchaîner. Donc peut-être que la différence avec des joueurs reconnus, des joueurs de renom avec des gros salaires, c'est pour ça que le mercato il va être très compliqué pour l'OM. Mais c'est pour ça que maintenant, on va prendre que des joueurs qui ont beaucoup à prouver, comme celui-là. Tu vas bien aimer son nom, Jean-Charles. Wamangui Tuka. Moi, je n'aime pas beaucoup les déjà le nom. Mais alors, les tu peux dire supporters. Silas, si tu veux. Comment Silas Silas Wamangui. On dira Silas, c'est déjà pas mal. Donc, attaquant du PFC de 19 ans. Je n'ai pas noté sa taille exactement, mais c'est quelqu'un qui est grand, costaud. 11 buts en Ligue 2, 2 passes décisives. Et puis sur des rushs aussi assez fréquemment. Donc, apparemment, de ce qu'on a pu lire, c'est quelqu'un qui a un gros potentiel, qui a peut-être encore des lacunes dans le jeu collectif, mais qui a un gros potentiel, qui est en Ligue 2. Le PFC, 19 ans. Voilà, le PFC a fait une bonne saison. Est-ce que, sur le papier, déjà, ça t'intéresse, ce genre de profil? Moi j'aime bien. Il faut donner la chance à tous les joueurs, et notamment à des joueurs de D2 qui arrivent. Parce que très souvent, on va encore rappeler les Ribéry, les Drogba, les Valbuena, il y en a beaucoup qui sont passés, qui arrivaient de National et de D2. Je pense qu'à un moment donné, même l'Olympique de Marseille devra obligatoirement se retourner sur des joueurs comme ça, se tourner sur des joueurs après, comme ça. Drogba et Ribéry, ils étaient déjà en Ligue 1. Mais ils étaient au qui les début de leur connaissait carrière. Voilà, assez peu de Qui monde les connaissait? Ils sont arrivés à l'Olympique de Marseille quasiment inconnus. Donc moi, je ne suis pas contre, surtout que ce n'est pas un gros investissement au départ. On parle d'une indemnité de transfert autour de 5-6 millions. Et donc, c'est la Provence qui a c'est pas énorme non plus. De ça. Et après, l'agent ou l'avocat, il me semble. L'agent avocat. Oui, bon, le représentant du joueur donc, a dit que le challenge marseillais l'intéressait. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce genre de profil, Stéphane? Personnellement, je ne connais pas. Après, au vu des stats. Il n'y a pas beaucoup de monde. Non, mais au vu des stats, pour un jeune joueur en Ligue 2, c'est très bien. Après, voilà, je pense que ça peut être un coup à faire. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs de Ligue 2 qui ont signé dans des grands clubs et qui ont explosé à ce moment-là. Après, ce qui va être important, c'est surtout l'encadrement du joueur parce que signer à l'OM, il y a une grosse pression derrière, surtout s'il est attaquant. S'il fait 2-3 matchs sans marquer de but, derrière, on va l'attendre. Donc voilà, c'est l'encadrement qui va être important. Parce qu'en soi, le joueur, je pense qu'au vu des stats, c'est un bon joueur. Après, ce que l'OM... ça va pas parce qu'il peut mettre freiner. tout ou rien, 3 ans. Voilà, l'OM, c'est soit on explose, soit malheureusement on coule. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà, alors qu'il nous faudrait peut-être maintenant qu'on ait un juste milieu si on veut recruter des jeunes qui explosent. Bon, après, la question sur ce genre de profil, c'est Balotelli, il est en fin de contrat, mais il y a Germain qui, a priori, ne va pas partir, et Angie qui est toujours là. Donc, je veux dire, c'est pas un attaquant que tu vas prendre pour en faire ton titulaire. Tu ne vas pas prendre un jeune de 19 ans, ça va être un complément. On va dire, ça va être un complément. Donc, Germain, c'est un peu un complément. Et Angie qui est encore là, c'est aussi un complément. Donc là, je pense que la priorité, c'est de prendre un vrai titulaire. Donc, c'est plutôt un plan B pour avoir un soutien si tu as Angie qui part. Après, tu peux dégraisser aussi parce que ça reste de gros salaires. C'est ça, il faut dégraisser. Mais je pense qu'il faut d'abord dégraisser avant d'acheter. Ouais. Parce que là, il faut les sortir les 5-6 millions pour un poste auquel tu dois prendre un titulaire déjà. Nico, est-ce que, pardon, vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, on a les moyens de prendre un grand attaquant? Non, mais d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas juste... Jacques Henriero te dira, je ne sais pas ce que c'est un grand attaquant. Et Wamangui, il est grand. On va pas parler de grand attaquant, d'un attaquant qui coûte cher. Voilà. Non, mais Jean-Charles, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre un jeune de 19 ans qui n'a rien prouvé, qui ne connaît pas la Ligue 1? Tu peux pas prendre un joueur comme ça et le mettre titulaire à l'OM. Tu vas le cramer. Les garçons sont modestes, ça vaut combien? Messieurs, justement, le juste milieu. Non, justement, voilà. Est-ce que le juste milieu, c'est pas Patrick Schick?
à l'AS Roma, donc qui. La chic. Voilà, selon Foot Je connais pas Mercato, ce joueur, c'est hallucinant. donc l'OM Je la s'intéressait remarque plus. à l'international tchèque de 23 ans qui a mis 5 buts et 3 passes décisives avec l'AS Roma, qui était un gros espoir avant de partir à la Roma où ça s'est passé moyennement. Apparemment, Qui était parce qu'il a 23 ans, donc, et en fait, on Attention. attendait qu'il explose à l'AS Roma. Et est remplaçant. Déjà, bon, il y a Dzeko devant, donc c'est pas n'importe qui. Même si à l'époque, au début de l'OM Champions Project, les supporters disaient Dzeko, peut-être pas assez bien. Bon, maintenant. Et il a aussi joué sur des côtés. Sur un côté, c'est quelqu'un qui est technique, qui a. C'est tchèque, quoi. C'est Ouais, le football tchèque aussi. c'est un C'est peu robuste, je pense, football de alors, l'Est c'est le genre de l'Est, ouais. où il y a une vraie qualité technique, etc. Mais qui n'a pas complètement explosé. Et apparemment, on serait sur un prêt. Est-ce que ça t'intéresse, toi Un prêt, c'est différent. Un prêt, c'est différent parce qu'on peut tenter le coup de poker. Hein. Donc, si on se trompe, mais attention, il ne faut pas se tromper sur 2 attaquants. C'est-à-dire que si tu prends un jeune, que tu prends un gars qui a 23 ans, en parlant de ce joueur de la Roma, Chic. donc C'est ça facile, voudrait c'est dire qu'il y en a un des deux qui soit titulaire et qui marque des buts. S'il n'y en a aucun des deux, parce que l'autre est trop jeune, et la pression, peut-être qu'on ne veut pas le lancer dans le grand Il a bec plus le à profil tout d'un moment. titulaire à l'OM que. Oui, mais Ouangala, dans ses propos, Wangikuta. ce qui me dit Morad, Le c'est joueur un du joueur PFC. Ouais, c'est ça. Le joueur qui du joue PFC. Joueur de avant- PFC. neuf, mais qui peut aussi jouer sur un côté. Non, mais il est Cause- apparemment. Bon, je suis pas Tu vois ce que je veux spécialiste, dire? Non, mais pour en avoir discuté un peu avec des personnes qui Pour avoir suivent fait le un bon calcio, mercato il me disait que c'était. À la Roma, voilà, on l'a parfois mis sur un côté et qu'il Ouais. n'était pas super à l'aise sur le Ouais. côté. Donc c'était. Après, tu sais, Jean-Charles disait le prêt, ça peut être pas mal. Toi, tu as vécu une saison avec Mitchell où il y avait beaucoup de joueurs en prêt à l'OM et souvent il y a cette idée des joueurs en prêt sont moins impliqués. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ça? Sur la fin, après, ça a été une saison compliquée aussi avec Mitchell. Ouais, c'était particulier. Donc c'était compliqué, ouais. Et il y avait des joueurs qui jouaient pas. Donc ils ont été impliqués un certain temps, une bonne partie de la saison. Et c'est vrai que sur la fin, il y avait quelques joueurs qui n'ont pas lâché, mais voilà, qui faisaient le minimum. Ils venaient, ils s'entraînaient. Tu penses à latéral gauche italien? Je pense qu'il y avait un peu lâché, mais après, il y avait d'autres joueurs aussi qui étaient utilisés sur la fin, mais que je pense qu'ils n'étaient pas à 100% de ce qu'ils pouvaient faire. Et Il y avait des bons gars en prêt, il y avait Manquillo, il y avait Isla. Manquillo, Il y avait- tout le temps très sérieux. Il aurait voulu revenir à l'OM. Ouais. Le Isla, problème, c'est le sur la discours fin, il qu'on avait leur été un tient peu, après. un peu plus Ouais, il est détendu, chilien, on va quoi. dire. Mais bon, voilà. On va pas- C'est les propos qu'on leur tient après, Voilà. ou en compte saison à ces joueurs-là. Quand tu es prêté, que tu as mis de te relancer à l'Olympique de Marseille, quand tu te relances à l'Olympique de Marseille, quand même. C'est un des plus grands clubs. C'est le plus grand club Parce qu'on français. a vu aussi un Lucas Euh, Silva qui avait une étiquette de craquito. mais- Mais ça peut tuer un joueur, ça. Ouais, ça, bah oui, Le fait de coller une étiquette parce que le joueur vient du Ah oui, Real Madrid, oui. parce qu'il a acheté. Le Le joueur de suite, il a énormément. Brésil, hein, Oui, mais aussi. Moi, le si demain on Brésil, me dit après, je c'est te un prête à championnat l'OM, différent. Mais il Pour moi, c'est une il a eu un référence, problème. quoi. Oui, Ouais. c'est une très grosse et tu ne vas référence. pas après, jouer t'as- à Libourne, quoi. Voilà, non, mais Voilà. c'est pour ça que les prêts, moi, je m'en méfie un petit peu parce que sur le papier, ça me paraît toujours être. Mais quand t'as pas d'argent, Eh ben Si oui, t'as pas le choix, c'est Vincent. une solution. il va falloir bien se faire prêter, en fait. Bon, on Regarde parle. Gomis, le prêt de Gomis par exemple, c'était une réussite. Voilà, oui, Gomis, c'était par exemple. Vainqueur aussi. Vainqueur, aussi, c'est ouais. bon. Ouais, mais c'est Ouais, aussi mais à la ce sortie, il n'y a que- pas eu de suite, non Non, il n'y a pas eu de suite. C'est le problème. C'est C'est ce que quand, je te quand disais. on fait des C'est la prêts suite. qui sont concluants, si derrière on les laisse partir, Il faut une option d'achat. Mais Voilà. c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est d'abord il faut que le joueur ait envie de se relancer et ensuite il faut il faut que ça ait Non, un puis t'as sens. que les un dirigeants- prêt comme tu as fait à Auxerre. Qu'il y c'est ait un un prêt vrai pour dialogue jouer avec aussi. ces moi c'était un joueurs-là. prêt pour jouer. Ouais, Voilà. c'est ça. Tout au long de la C'est pareil. saison. Bon, Et là, le ça coq commence aussi. à partir dans Ouais, tous c'est les vrai. sens, donc les spectateurs vont plus rien comprendre. Alors on va faire une dernière petite rumeur. Gaëtan Laborde de Montpellier, donc selon la Provence, il intéresserait l'OM. On parle d'un transfert de 15 millions d'euros pour Bon, l'ancien ça c'est Bordelais. n'importe quoi, tu vois. En fait, c'est ce que énorme, quand Montpellier demanderait 15 millions Non, mais d'euros. tu vois, si, c'est le profil type. Il y a eu aussi la rumeur Mateta, le mec qui est Oui. passé par Lyon, où Lyon a fait une grosse plus-value en le vendant en Bundesliga. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour moi. Parce que ces joueurs-là, ce pas des mauvais joueurs. Je pense qu'ils peuvent avoir leur place dans une rotation à l'OM, mais il faut les prendre avant. Je crois que Laborde, il avait coûté 3 millions quand il le prenait à Bordeaux. Mateta, il avait coûté 4 millions quand il avait pris à Châteauroux. C'est là que tu le prends. Si tu ne le prends pas là, tu ne vas pas le payer 15, 20 millions après. Tu as des chances que ça ne marche pas et ça te coûte un braquage. Et tu peux te permettre de te tromper, là. Voilà. Si tu payes 2, 3 C'est millions ça. ou 4 millions, C'est ça. entre guillemets, hein, tu te dis, c'est pas un investissement énorme, c'est pas des salaires énormes. Mais Mateta, je crois Je qu'il tente avait le quand coup même de déjà poker. payé il avait déjà payé 6-7 millions, il me semble. Ouais, mais ça reste, bon, tu ça vois, restait. Mateta oui, ça international, restait- meilleur buteur au championnat de deuxième division. Oui, Je veux dire, maintenant, voilà, on parle quoi. de 40 millions d'euros. Ouais, mais on a Dans la 40 millions,
On a quand même la chance d'avoir Zubizarreta quand même dans nos rangs. C'est ce que je dis. Donc après, de ce que j'ai entendu, vrai ou faux, je ne sais pas, mais apparemment c'est Garcia qui avait les pleins pouvoirs à l'époque. Oui, ça Donc nous aide. Zubizarreta, il ne pouvait pas vraiment travailler comme il le voulait. Là, si c'est différent avec son nouveau coach, on sait qu'il a quand même travaillé avec le FC Barcelone. Donc je pense que c'est quand même une référence à ce niveau. Pourquoi pas s'appuyer sur ça? Oui, et puis on voit là. Normalement, ça va être ça. Ça va être ça parce que, j'espère, franchement, j'espère. effectivement, Rudy Garcia avait Final Cut et souvent la cellule de recrutement proposait beaucoup et il prenait pas et il prenait ses joueurs. Et là maintenant, c'est Zubizarreta qui a choisi le coach, donc a priori qui va travailler avec le coach pour faire le mercato. Et un coach qui a dit, moi, je veux me concentrer que sur le football. C'est important aussi de le dire. Et il l'avait dit avant d'arriver à l'OM. Il avait dit, moi, j'en ai un. Enfin, je paraphrase, mais il a dit un petit peu, j'aime être entraîneur de football et tous les à côté, ça me fatigue un petit peu. Donc, je veux faire que ça. Donc, parfait. Surtout s'il veut faire autre chose à Marseille, il y en a des choses à faire. Donc, il vaut mieux que s'occupe que du stade. Voilà. Et les profils, en effet, on se rapproche vers quelque chose. On voit du 19 ans, 23 ans, oui, des jeunes. Apparemment, il est aussi beaucoup plus sur le marché français qu'international. Zubizarreta, il préfère, il pense qu'il y a beaucoup de... Les scouts marseillais tournent beaucoup dans le championnat de France, de Ligue 2 et de Ligue 1. Donc c'est un petit peu aussi ce qu'on demandait parce que par exemple Wamangui Touka, donc après son nom compliqué, c'est le genre de mec s'il signe à Lyon, on se dit et nous on n'est pas capable d'aller le chercher. Oui, absolument. Eh ben, si on va le chercher, mais tu vois, à Lyon, les meilleurs joueurs de Ligue 1, c'est eux qui vont les rafler encore. Il y a eu la rumeur Marcus Thuram, il y a la rumeur Youssouf Koné, ou même Rongier. A priori, ça c'est 3 joueurs qui vont finir à Lyon. Voilà, et aussi ce petit arrière gauche de Lille, celui qui a remplacé Balao Touré, qui apparemment Youssouf Koné. Voilà, Youssouf Koné, qui apparemment intéresserait l'OM aussi, mais Lyon serait beaucoup plus chaud sur le dossier. Et je pense qu'il y a plus de chances d'aller du côté de Lyon. J'ai de bonnes sources là, par contre. Voilà. Plutôt que Marseille. Breaking. Ouais. Bon, la foire à la saucisse Mercato, c'est terminé. On va remercier les téléspectateurs de Provence Azur et Var Azur TV. On continue sur Football Club de Marseille, sur le site, sur la chaîne YouTube, avec l'interview de Stéphane Sparagna. On retourne à l'émission et à l'interview de Stéphane Sparagna. Donc d'abord, on te remercie encore une fois d'être là. On est très content de t'accueillir. Donc on rappelle, tu as été formé à l'Olympique de Marseille, 24 ans, et tu sors d'une déchirure du ménisque, c'est ça? C'est ça, oui. Donc tu peux nous en dire plus sur ton état de santé? Ça y est, tu es parfaitement remis? Là, actuellement, ouais, je suis remis depuis le mois de février. J'ai enchaîné les entraînements, prêt à jouer. Après, c'est toujours le coach qui fait ses choix, mais tout va bien. Parce que c'était un peu, on t'avait un peu perdu de vue. Avais fait on va y revenir, mais tu avais fait une bonne première saison à Boavista. Après, on se disait, il fait quoi Sparagna? Il joue plus, mais en fait, c'était parce que tu étais blessé. À la fin de saison dernière, fin de saison, je me suis fait opérer du ménisque externe, donc en soi, rien de très grave. Et j'ai voulu reprendre trop vite, du coup, j'ai enchaîné les inflammations, etc. Classique. Et ça m'a éloigné des terrains presque toute la saison. Et donc maintenant, tu cherches un nouveau club, j'ai cru lire ça dans la Provence. Moi, j'aimerais bien, pour me relancer, c'est vrai que j'aimerais bien, dans le meilleur des cas, me rapprocher de la fin en France. En France, parce que déjà, il n'y a pas la barrière de la langue. Et je connais la culture, je connais le pays, etc. Et ouais, je cherche à rejouer. Ouais. C'est vrai que je pense qu'au Portugal, j'ai fait mon tour. Il me reste encore un an de contrat. Ouais. Pourquoi tu crois que c'est bouché pour toi, Boavista? C'est pas bouché, mais je pense que j'ai fait le tour dans le sens où dans la marge de progression, en fait, je pense qu'à Boavista, j'ai atteint la limite de ce que eux pouvaient m'apporter, de ce que moi, je pouvais peut-être leur apporter. Donc j'aimerais bien repartir sur un nouveau projet plus structuré, peut-être plus sérieux, etc. Et pourquoi pas en France, ouais. On va refaire un peu le fil de ta carrière. Donc toi, tu as été formé à l'OM. Tu rentres à quel âge au centre de formation de l'OM? Je crois que c'est 13-14 ans, non 14-15 ans. Parce que moi, j'ai fait toutes mes classes à l'OM, j'étais à l'OM depuis débutant. Donc j'ai suivi le cursus normal jusqu'à signer pro. D'accord, parce que sur le centre de formation, on dit souvent, oui, mais quand tu es un jeune de la région, tu n'es pas attiré par l'OM, toi, tu n'étais pas dans ces... Voilà, toi, l'OM, c'était l'OM. Tu n'as pas eu ce truc de se dire, bon, c'est peut-être mieux de partir à Montpellier, de faire autre chose. Non, après moi, j'ai signé très tôt à l'OM en débutant. Donc en débutant, pour être franc, je ne savais pas comment on faisait pour devenir professionnel. Je ne savais pas que l'OM, c'était... Moi, j'ai signé à l'OM parce qu'avec un ami à moi, on a fait la détection. On m'a appelé, du coup, après, je suis allé faire une détection avec un ami à moi. Ils m'ont dit, viens, OK. Et puis, c'est parti de là. Mais non, je n'ai jamais eu l'intention de signer ailleurs qu'à l'OM.
Et comment c'est d'être Marseillais? Donc en plus, donc, après Marcelo Bielsa te lance, même avant de débuter en pro. Est-ce que, question polémique, attention, est-ce qu'il n'y a pas un peu le risque de prendre la grosse tête lorsque tu es dans ton environnement et que tu es dans le centre de formation du club le plus populaire de France? Comment on gère ça en tant que jeune? Le risque, il y est, c'est sûr, parce que l'OM, ça reste le plus grand club de France, il y a beaucoup d'argent. Les premiers contrats, souvent, ils sont quand même, pour un jeune de 18 ans, voire plus jeune, ça fait quand même beaucoup d'argent à cet âge-là. Donc le risque de grosse tête, c'est vrai qu'il est très présent à l'OM. Après, si on est bien entouré et si on garde la tête sur les épaules, il n'y a pas de raison de prendre la grosse tête et de s'enflammer. Après, voilà, il faut se rappeler d'où on vient, par où on est passé avant de signer pro. Et voilà, après, malheureusement, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui ont tendance à exploser, je pense. Ouais, on parle toujours de l'entourage parce qu'il y a aussi beaucoup de monde. À partir du moment où tu commences à avoir des bonnes performances, tu as des mecs qui viennent te proposer des contrats, des chaussures, des trucs, des agents, des intermédiaires. C'est des points faciles aussi parce qu'on s'y connaît. Enfin, on débarque dans le monde professionnel et on sait que c'est quand même, surtout dans le foot, c'est quand même un monde compliqué. Donc il faut se méfier. Et quand on est jeune, qu'on a 18 ans, c'est vrai qu'on ne fait pas attention à ça et on nous promet tellement de choses aussi, que ce soit dans les contrats, les sponsors, signer avec tel, fais ci, fais ça, que nous. Et c'est là que l'encadrement et le fait d'être bien entouré, c'est important. Donc c'est important aussi d'avoir peut-être un conseiller en termes avocat, tout ça, pour ce genre de contrat, c'est quelque chose d'important. C'est important, ouais, je pense que c'est important de s'entourer quand on parle de gros contrats et de joueurs à très gros potentiel. Après, il y a les joueurs, on va dire, lambda qui signent pro, mais ce n'est pas spécialement le joueur qui va être mis en lumière. Mais je pense que c'est important quand même de s'entourer. Après, même la famille, hein. Pas spécialement l'avocat à cet âge-là, mais la famille, déjà, c'est important d'avoir le papa et la maman. De lire, de bien réfléchir. Voilà, de tout lire, de vraiment écouter l'avis des plus âgés ou des plus expérimentés. Pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà, par exemple. Je pense qu'avant toute chose, moi, je suis passé, j'ai fait le même cursus que Steph, à part que je suis arrivé à 15 ans à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'après, c'est l'éducation. C'est son éducation. Mais surtout, en plus, toi, à ton époque, il y avait moins d'argent que absolument. Avait à son époque. Il y avait moins d'argent. Et puis nous, on circulait plus souvent dans la ville. Aujourd'hui, tu as les télévisions. Tu as les télés, on te voit de partout. Tu as les réseaux sociaux. Tu vas dans la rue, on te voit avec une belle voiture, on te dit, oh là là, tu as vu, lui, il a signé pro, ça y est, il se prend pour un autre. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut respecter, il faut savoir respecter. Il ne faut pas avoir peur de continuer à vivre comme on a toujours vécu. La différence, elle est là. C'est qu'on change son mode de vie. Tu es obligé de le changer à un moment donné. Tu es obligé de changer aussi par rapport aux gens qui viennent vers toi. Pour la récupération. Les photos avec les réseaux sociaux, t'imagines, clac, clac, c'est envoyé. Oui, mais ça n'empêche pas que si tu gardes ta mentalité, c'est-à-dire quand il y a des supporters qui sont en bas de la commanderie, de t'arrêter, de prendre la photo, de discuter, de repartir. Quand on t'attrape dans la rue, quand tu dis au Steph, au Jean-Charles, il n'y a pas de problème, tu t'arrêtes. C'est la vie de footballeur. Oui, Jean-Charles, aujourd'hui, tu es en train de dire qu'il y a trop de joueurs qui s'enferment, c'est ça? Absolument. Il n'y a aucun joueur qui va habiter à Marseille. Pour quelle raison? Adi Brahimi habite à Marseille. Non, mais ils reviennent petit à petit. Mais moi, j'ai connu un joueur, Pedretti, quand je travaillais à OMTV. Je vous la raconte parce que ça m'a fait drôle quand il m'a dit ça. Il me dit, eh ben ouais, c'est vrai, parce que je lui parlais un petit peu d'où il habitait, tout ça. Il me dit, j'habite à la Cadière d'Azur. Je dis, ah bon, la Cadière d'Azur? Mais tu viens un petit peu à Marseille? Il me dit, non, non. Je viens quasiment jamais à Marseille. Je dis, alors, donc, quand tu joues au Vélodrome, tu joues à l'extérieur. Ma foi, parce que tu ne connais pas la ville, tu ne connais pas les gens, tu ne les côtoies pas, tu ne discutes pas avec eux, tu n'échanges pas avec eux. Donc, quand tu viens au Vélodrome, tu viens à l'extérieur. Et moi, c'est la première réflexion que j'ai eue. Donc, si tu rentres dans ce monde-là, de vouloir t'enfermer, de ne pas côtoyer les gens, de ne pas savoir leurs réactions, de ne pas aller, même au moment donné, tu vas au front. Il y a un problème, mais on règle le problème. Parce que ce n'est pas dû à l'insécurité qui est. Voilà, à un moment donné, si tu as ça. La réputation de la ville aussi. Cette culture-là, c'est une réputation de la ville. Tu vas gagner en maturité. Ouais, tu peux et en maturité, mais surtout en qualité. Et surtout en confiance. Il faut comprendre l'endroit où tu vis. Donc tu débutes lors d'une saison un petit peu particulière, hein, la saison Bielsa. L'arrivée de Bielsa. Et quel est, enfin déjà, comment tu vis ça toi quand il te dit, ben, t'es titulaire, premier match, hop. Je m'y attends pas du tout. Mais toi, t'es même pas à l'équipe de réserve, t'es avec les 19 non, à cette époque-là? En fait, pour faire la petite histoire, on était, je crois que l'année d'avant, on était descendu de national à DH. Et du coup, nous, on arrivait de 17 et on arrivait en 19 DH, il fallait remonter.
Donc on était avec Thomas Fernandez et Pancho Abarnozo à l'époque. Donc toute la saison, on joue en 19DH. Et à la fin de cette saison, donc Bielsa arrive. Et les 2-3 derniers mois de fin de saison, il y a les scouts. Je ne me rappelle plus les noms. Voilà, Diego Reyes et deux autres qui venaient voir les matchs, les entraînements. Et ils ont fait un genre de groupe élite, voilà, des 17 ans, 19 ans et CFA. Et donc ils viennent voir les matchs, etc. Et en fin de saison, les joueurs sélectionnés, entre guillemets, on avait été une semaine en plus à l'entraînement avec ces entraîneurs adjoints. Et de ce groupe-là, ils ont refait encore un groupe pour le début de saison avec les professionnels. Et de là, c'est parti. Donc pré-saison, voilà, direct avec les pros. Pré-saison, etc. Mais je pense qu'après, les joueurs de 17 et 19, surtout nous en 19DH, on n'était pas spécialement préparés. Parce que quand on passe 19DH à professionnel à l'OM avec des joueurs comme Payet, Gignac, Thauvin, etc., c'est vrai que de suite, on n'est pas chamboulé, mais ça fait drôle. Et de là, il me met titulaire à Bastia. En plus, à Bastia, voilà, encore, Jean-Charles, il peut en parler. Mais, voilà, mais c'est ça qui est dingue avec Bielsa. C'est que par rapport à la mentalité française, peut-être des entraîneurs, c'est qu'il ose et pour lui, il n'y a pas de. Il est jeune, il voit le profil, il est là. La forme. Voilà, à l'instant T, s'il pense que lui peut jouer, il va le mettre, il ne se pose pas de questions. Mais justement, tu parles des entraîneurs français, tu as connu un deuxième entraîneur étranger à l'OM, un certain Michel. Et là, je voulais te demander justement, est-ce que tu as senti, après avoir fait une bonne première saison, toi comme Baptiste Alloué d'ailleurs, donc vous restez dans le groupe, il me semble que Gaël Andonian part en prêt, ou peut-être la deuxième partie de saison. Ouais. Et est-ce que tu as senti que tu étais considéré de la même manière que les Rekik, Rolando, etc. qui arrivent, ou alors tu étais il y avait encore de la distance entre les défenseurs centraux habituels et les jeunes du centre de formation qui avaient signé pro? Ben moi, j'ai eu l'impression que quand Michel est arrivé, il a un peu mis les jeunes, pas de côté, mais on a vite compris qu'il allait faire son équipe avec les plus âgés et les plus expérimentés, et que les jeunes, moi j'ai eu la chance quand même de faire beaucoup de bancs et pas mal d'entrées avec lui, de faire des matchs titulaires aussi. En Europa League aussi, en Europa League, j'ai quand même joué sous Michel. Mais pour les autres, et un petit peu pour moi, par rapport à Bielsa, c'est vrai qu'on s'est senti un peu... en retrait. En retrait, ouais. C'était plus comme Bielsa, où Bielsa vraiment commençait à faire partie intégrante du groupe professionnel. Il y avait toujours cette barrière entre le groupe élite et les pros, mais ça commençait à être plus... on était plus en osmose, quoi. C'était plus un groupe complet. C'est paradoxal, alors qu'en plus, tu avais plus d'expérience et que tu avais déjà joué, etc. La préparation, elle était sous Bielsa, d'avant-saison. Et j'avais fait tous les matchs amicaux. Je me rappelle, j'avais joué contre la Juve juste avant Caen. J'avais joué Caen. On se souvient de ce match. Voilà, et on s'était régalé. Même Caen, on perd 1-0, mais l'équipe, elle tournait. Il part après le match de Caen, Michel arrive, et là, ça a été carrément... Michel, il a voulu assurer le coup, en fait. Voilà. Je pense que c'est cette mentalité de dire je vais faire jouer l'expérience pour essayer d'assurer le coup. Quoi. Et au final, la saison, on s'en rappelle... Catastrophe. Très compliqué, ouais. Ouais, parce que c'est ça. Donc, en fait, c'est pas... Parce que souvent aussi, on va me taxer, moi, par exemple, d'anti-entraîneur français. Mais ce n'est pas une question de nationalité. En fait, c'est une question de profil. Comme il y a des profils pour les joueurs et des profils pour les entraîneurs aussi. Chaque entraîneur a ses idées. Ouais. Il faut que l'entraîneur ait envie d'intégrer des jeunes. Voilà. Et ça, c'est pas... C'est une volonté de base, ça c'est sûr. Parce que tu as aussi des histoires de... Tu as des entraîneurs frileux et d'autres moins frileux que d'autres. C'est ça, voilà. Non, mais c'est ça. C'est que l'entraîneur qui arrive, qui fait un remplacement de Bielsa, il se dit, moi je vais assurer le coup avec des joueurs d'expérience un peu plus mûrs. Je vais mettre les jeunes, je verrai plus tard avec les jeunes. Et total, des fois, ils passent au travers parce que les jeunes, ils ont beaucoup plus faim que ceux qui sont là et qui ont peut-être d'autres qualités aussi à mener. C'est aussi management parce que tu vois, pour dire à un taulier, un mec qui a 10 ans de professionnalisme, bon bah désolé, je mets le jeune parce que je le pense meilleur que toi, il faut avoir du cran, on va dire, pour parler pour rester là. Après, tu vois, c'est intéressant, Mourad, parce que c'est ça. Quand Steph il a eu sa chance aussi, il faut se souvenir, il y a Doria qui arrive et qui est un peu mis au placard. Ouais. Mais, au placard, un peu. Ah oui, il y a eu Doria, après il y a eu Bocan aussi. C'est pour ça que moi je pars en prêt. C'est ça, c'est après. Ça, c'est après Bocan. Après, c'est la saison d'après. Mais du coup, cette saison-là, l'effectif, quand même, il y avait des trous. C'est-à-dire qu'au niveau des remplaçants, Bielsa, il n'avait pas un effectif pléthorique. Ah non, il avait un effectif très réduit. Et du coup, lui, ce qu'il a fait, il a donné la chance aux jeunes. Et ça, c'est intéressant parce que ça revient. C'est justement une perche à Mourad. Parce que Mourad, c'est un de ses chevals de bataille. Il dit je ne comprends pas pourquoi l'OM recrute des Sertic et des joueurs comme ça moyens, qu'on paye cher avec des gros salaires, alors qu'on a des jeunes qui peuvent faire le taf autant dans la rotation. Tu vois, les jeunes, tu ne peux pas les envoyer au front, faire les titulaires directs. C'est pour ça qu'ils aient l'encadrement aussi du club, de la cellule pro.
d'encadrer un jeune qui arrive dans le monde pro parce que la transition, elle est difficile Et à avaler. Voilà. Parce qu'on dit souvent, oui, mais à l'OM, ils sortent pas de joueurs. Mais toi, tu étais en D1 portugaise. Ouais. On a vu dans ta génération, il y avait aussi Laurent Abergel qui est dans l'équipe type Laurent, de Ligue 2. Julien Fabry, il y en a eu beaucoup. Hein. Larry Azouni qui est en première division belge. Donc, il y a de vrais pros, des vrais joueurs. Mais moi, j'ai l'impression que le vrai problème, en fait, c'est plus la passerelle entre les jeunes et l'équipe pro. Mais on peut même parler d'avant, des joueurs d'avant. Aussi. Il y avait Rafi Abdullah, mais même avant ça. J'ai parlé des Bilal Brady, des Chris Gadji, des Ndombou. C'est des très bons joueurs. Mais le problème, c'est que quand ils signent pro, de suite, on s'attend à voir des superstars et des joueurs qui vont jouer, qui vont tout exploser, alors que non. C'est long voilà, il faut aller tranquille. Et si de suite on brûle un joueur, on va dire lui il n'est pas bon, placard, prêt. Et de suite, c'est la descente. Ça va trop vite des deux côtés. On les met trop en avant et après on les met trop de côté facilement. C'est l'instantanéité du football maintenant, cette histoire des pépites, etc. C'est ça, voilà. Mais regarde, j'aime pas les citer en exemple, mais là-dessus on peut reconnaître que c'est les meilleurs. Lyon, au niveau des jeunes, il y a une gestion parfaite. Des fois ils ont des joueurs exceptionnels, donc ils les mettent direct titulaires comme Benzema ou des joueurs comme ça. Et les joueurs qui ont besoin de temps, eh bien, ils incorporent petit à petit. Des fois, ça ne marche pas. Et ils vont ailleurs. Hein. Il y en a plein qui partent en Ligue 1. Ils font leur petit trou en Ligue 2. Ils font leur petit trou. Et les meilleurs, ils restent. Et après, les Awar et compagnie, on voit ce que ça donne. Et puis en plus, une carrière, c'est aussi ça. C'est en fait, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde vit dans un monde FIFA. Tu sais, on se dit, ah bah ce joueur, il est 82. C'est sa note, point. C'est pas comme ça. Une carrière, ça se construit. Ça dépend aussi d'événements. Après, il y a des joueurs qui éclosent. Oui, qui éclosent. Qui éclosent jeunes. Il y en a qui ont besoin de plus de temps. Il y en a un qui va éclore à 20 ans, 18 ans, il y en a un qui va 24, 25. Et puis les rôles sont intérêts aussi. Après, voilà, le poste est différent. Un meneur de jeu, il est quand même un peu plus. Un gars un peu plus mature, qui va prendre plus de responsabilités. Un attaquant, c'est plus simple. Qui a une technique différente que. Quand tu es, un exemple, si tu dois être buteur et que tu ne marques pas les 3 premiers matchs, que tu es jeune, c'est fini. Ça pose problème. Il faut être assez patient. Et c'est là où la cellule, où il disait les présélections, quand Bielsa faisait les élites et pas élites, c'est là où on doit bien travailler. Ouais, c'est le je pense que c'est exactement. Je pense que là, Zubizarreta, il est dans le vrai. Parce qu'il cherche ces références-là. Donc pour les jeunes, ça va permettre de travailler différemment, de les polir en fait. De les faire briller au bon moment, de les faire rentrer au bon moment, de leur faire prendre le train, le bon wagon au bon moment, pas les envoyer au feu. Parce que c'est trop facile de dire les jeunes, tiens, un match difficile. On se dit soit c'est Samir Nasri, donc Samir Nasri qui a un talent exceptionnel, donc lui forcément, même à 18 ans, je me souviens sa première entrée, c'est un match à Sochaux, il rentre, il prend le ballon, il dribble 3 joueurs, il frappe au but. Tu dis, mais ça, tu vois, des joueurs comme ça, tu n'en as pas. C'est pas tous ceux qui signent pro, c'est pas des Nasri. Donc il y en a qui sont bons, mais voilà, il faut le temps de... Et est-ce qu'un Payet, par exemple, est-ce que s'il était sorti à l'OM, donc d'abord il va à Nantes, donc à Nantes il fait quelques bons trucs, Nantes descend en Ligue 2, après il va à Saint-Etienne, il fait des bons trucs, des moins bons trucs, bah à l'OM on l'aurait cramé, on aurait dit bah non, bah Payet, c'est vrai qu'il a mis du temps aussi. Mais comme tu dis aussi, je pense qu'il y a certains joueurs, alors on parlait de Maxime Lopez, il a eu un coup de mou, parce que je pense aussi dans une carrière, à un moment donné, tu passes un palier et il faut peut-être digérer ce palier-là. Oui, surtout quand on est jeune et à l'OM. C'est ça, tu peux avoir un creux aussi pendant 1 an ou 2 avant de digérer et de te relancer. C'est pas linéaire une carrière. Et puis l'intelligence d'un coach, c'est qu'à un moment donné, quand on sent son jeune joueur qui est moins bon, qui a moins de performance ou moins de rendement, c'est d'aller le voir, de le sortir et de lui expliquer. De le protéger aussi. De le protéger, d'expliquer. Et surtout de l'expliquer à la presse. Surtout de l'expliquer à la presse aussi en disant, ben voilà, il prend ses marques, il a l'habitude, il a un coup de mou, c'est le haut niveau, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il récupère. C'est une structure, c'est pas la PlayStation. C'est une éducation. C'est une éducation. C'est vrai que l'entraîneur est important aussi. Ben oui, parce que Bielsa, c'est vrai qu'il était pas très bavard. Mais par contre, les jeunes joueurs, quand on arrive avec lui, moi personnellement, en 2 ans avec Bielsa, 1 an et demi avec Bielsa, j'ai gagné peut-être 4-5 ans, que ce soit en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques. J'ai explosé avec cet entraîneur. Après, personnellement, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas le même avis que moi. Mais voilà, je pense que... Majoritairement, c'était quoi l'avis par rapport à Bielsa dans le groupe? Pour être franc, pendant la saison, c'était dur entre guillemets parce que voilà, les champs d'entraînement, c'est chaud. C'est très très tactique. Même quand on faisait des jeux, c'est très très physique, on n'en pouvait plus. Mais quand on voit à la fin de saison les joueurs, l'exemple des Payet, des André Ayew, des Mandanda, des Gignac, des Mendy qui signent dans des clubs quand même, soit la Première Ligue ou des clubs de renom, leur discours, je crois qu'ils en ont parlé par la suite quand ils ont été interviewés, ils savaient que voilà, Bielsa c'était très dur pendant la saison, mais à la suite tu as des résultats. Alors là, ça a été des résultats pour les joueurs personnel parce qu'il n'y a pas eu d'Europe ou autre. Après, tu fais 4e, Garcia n'a pas fait mieux. Non, mais tu fais 4e, mais Garcia,
je ne critique pas Garcia parce que je ne le connais pas, etc. Mais si on compare, Garcia, le stade est vide et les supporters se plaignent. Bielsa, le stade est plein, tu finis 4e et on se régale. Je me rappelle d'un match contre Saint-Etienne, à 20 minutes, il y a 3-0. Et tu vois ce que je veux dire, la différence? Il est fan de Bielsa. J'ai pas le droit d'en parler. Non, Mais mais on moi- est Bielsis, donc ça va. Moi, il m'a sorti donc automatiquement. Mais si on compare on termine 4e avec Bielsa et 4e avec Garcia, tu compares les saisons et tu prends l'avis des supporters, la majorité diront la même chose. Non, mais Le Bielsa, problème, tu c'est avais que du la jeu, finale tu t'emmerdais de pas, en la fait. Ligue Europa, ça a un peu caché tout Oui, ça. mais Tu vois. Oui, mais après, Oui, parce que moi je trouvais important parce que il faut vraiment répéter aux gens le football c'est pas FIFA et donc tu vois tout ce que tu dis la carrière de quelqu'un c'est les rencontres c'est l'entourage d'un club c'est tout ça qu'on construit et c'est vrai que là c'est fait de choix aussi. on a été très critique oui aussi les choix on a été très critique envers ce projet parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné mais on peut se dire maintenant on espère que le travail de Zubizarreta on va le voir Bien Et sûr, oui, on a ça, de l'espoir. ça c'est une vraie graine d'espoir quelque part. Ah, On se dit Après, le peut-être projet, que- je pense qu'il a été mal agencé, Mhm. dans le sens où on arrive, on dit l'objectif c'est Champions League. Mm. Mais quand on voit le PSG par exemple, alors j'aime pas le PSG, mais je parle d'eux dans le sens où ils veulent gagner le champion depuis combien d'années? Ah oui, non mais Le Qatari. Non mais, Ça, c'est- non, mais c'est Non, mais c'est un exemple. en plus avec Ouais, leurs c'est un moyens exemple. et avec les nôtres. Les Parce paroles, que quand et on arrive à après, Marseille, dans un ouais. club qui vit pour le club, avec cette ferveur, on arrive et entre guillemets, on ne vend pas du rêve, mais on te dit, on arrive, Champions Project, l'objectif c'est la Champions League, c'est ci, c'est là, et que pendant 2 saisons, tu as une finale d'Europa League, donc on va dire qu'il cache, comme disait, la saison un peu moyenne. Mais sinon, cette année, tu vois, tu te retrouves à pas jouer à la Champions League et à plus Ouais. avoir d'argent pour investir parce que l'année dernière, tu as investi et tu as mal investi, c'est mon avis personnel, tu as mal investi. Et voilà, tu te retrouves un peu en galère alors qu'à la base, tu arrives avec un projet où tu te dis, fini la galère, on repart sur. Toi, t'es là ou non, t'es prêté déjà au moment où les nouveaux propriétaires arrivent. T'es à Auxerre, c'est ça? Je Mais crois. non, Je crois que Auxerre, le C'est prêt, l'année d'avant. c'est la transition. Je crois que la transition Dreyfus américain. Mhm. Ouais, c'est ça. Et l'été où. Parce qu'il n'y avait pas encore Garcia quand j'arrive, moi. Quand je reviens, on était avec Franck Passy. Ah, ok. Mhm. Et en fait, je ne fais pas la reprise avec le club, Ouais, je donc- signe à l'inter. Ouais, donc c'est avant que McCourt rachète le club. Ouais, ben avant. Voilà, alors. voilà, Parce c'est que moi, ça. je suis Il parti arrive en avant. même temps. Donc Je tu- suis parti avant que Garcia, moi. Ouais. L'été avant qu'il arrive. Mhm. Et après, donc tu reviens, tu es encore sous contrat à l'OM, tu reviens, mais on te libère de ton contrat pour que Voilà, tu je partes fais la à saison Boavista. pleine à Auxerre. Et quand je reviens, en gros, on me dit, enfin, à mon agent, on dit que. Qu'on compte pas sur toi. Pas qu'on compte pas sur moi parce qu'on me dit, ouais, c'est un bon élément, Oui, très bon sans joueur, pas très bien, voilà, mais on ne peut pas lui garantir d'être dans le groupe pro. Alors, même pas titulaire, parce que titulaire, après, j'ai quand même la tête sur les épaules et je sais que l'OM, ça reste un club où c'est qu'on veut quand même des renoms et c'est plus compliqué, on va dire. Mais on me dit, voilà, il va peut-être retourner en CFA, etc. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, après une saison pleine en Ligue 2, revenir en redescendre, CFA, ouais. je me dis, je fais un Ouais. pas en avant pour en Ouais. faire deux en arrière. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter ailleurs. Après, j'ai eu l'étranger qui s'est proposé. Donc, Un petit mot sur ton prêt à Auxerre, parce que pareil, les supporters, toujours, ils se disent, nos jeunes, il faut les envoyer en prêt. Mais on sait qu'il y a certains prêts de jeunes à l'OM, ça se passe mal parce qu'ils arrivent, on se dit, ah c'est un jeune de l'OM, et on est plus dur avec lui, etc. Est-ce que tu as senti que quand tu arrives à Auxerre aussi, tu as cette étiquette joueur de l'OM et qu'on te demande plus à toi qu'à d'autres, par exemple? moi, j'ai pas senti ça personnellement, par le coach. Après, dans le vestiaire, c'est quand on arrive et qu'on vient de l'OM. En plus, moi, je venais de l'ère Bielsa, avec Mhm. j'avais gagné le tournoi de Toulon. Donc, enfin, il y avait beaucoup de choses. Donc, quand je suis arrivé dans le vestiaire, de suite, on m'a vu comme le joueur de l'OM, sous Bielsa, Sparagna, etc. Mais ça, c'est aux premiers abords. Après, franchement, à Auxerre, on avait un groupe quand même soudé. Il n'y avait que des collègues dans le vestiaire. J'ai créé des liens forts avec certains joueurs, dont Ruben Aguilar, qui Qui est à Montpellier. Montpellier, mais dont on parle à l'OM aussi. Ouais. Pour la parenthèse, je Mhm. pense que ça peut être une doublure à Ah non, Sakai. ça c'est sûr. Mm. Si Sarr s'en va. Voilà, niveau financier, ça peut rentrer dans les cordes. Mm. C'était la parenthèse. Mais non, à Auxerre, j'ai pas senti. Et ça se passe bien, tu joues 33 matchs, il me semble. Ouais, je crois que j'ai fait une trentaine de matchs, toutes compétitions confondues, enfin les coupes et les championnats. Donc non, franchement, j'ai fait une saison et ça m'a beaucoup servi. Déjà en maturité parce que j'ai quitté ma famille, mon cocon familial que j'avais à Marseille. Puis Donc, Ligue le fait 2, de- c'est dur aussi, non? Et Ligue 2, c'est un championnat qui est difficile, ouais. C'est un bon championnat, la Ligue 2. Ouais, c'est difficile parce que tout le monde peut gagner tout le monde en fait. Il n'y a pas de hiérarchie comme on peut avoir plus en Ligue 1. En Ligue 2, c'est vrai que moi je crois que la saison où j'y étais ou la saison qui a suivi, c'est Lens qui jouait le maintien, alors que Lens c'est quand même une référence en Ligue 2.
Donc tous les matchs sont compliqués. Il faut être costaud. Physiquement, c'est dur. Ouais, c'est des duels tout le temps. Même si là, j'ai l'impression que ça commence un peu à évoluer. Ça commence un peu à progresser. Un peu plus technique, peut-être. Et au contraire, c'est la bonne école, en fait. Ouais. C'est la bonne école. Et donc, tu fais cette bonne année en prêt à Auxerre, donc, c'est un club historique aussi, qui a longtemps été en Ligue 1. Et ensuite, tu reviens à l'OM, tu as expliqué donc ce qui se passe. Et là, comment tu reçois cette offre de Boavista? Est-ce que déjà, tu te dis, quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que tu dis le Portugal? Comment tu vois moi, cette moi offre-là? c'est vrai que j'avais envie de partir. J'avais envie de voir autre chose pour jouer. Puis après, j'aime bien les challenges. Moi, j'aime pas rester longtemps dans un. Après, peut-être que je n'ai pas trouvé le club qui me correspond totalement. Mais c'est vrai qu'après l'OM, j'ai fait toute ma formation, j'ai signé pro, j'ai fait 2 saisons. J'avais envie de voir autre chose. Et quand on m'appelait pour Boavista, sur le coup, j'étais un peu réticent. Parce que c'était l'étranger, parce que c'était le Portugal. Ce n'est pas le championnat le plus glamour. Le plus glamour. Mais quand on m'a expliqué que c'était vachement regardé, et qu'en faisant une bonne saison au Portugal, c'était possible de revenir en France. Ça peut être un tremplin, quoi. Voilà, ça peut être un tremplin. J'ai dit pourquoi pas. De toute façon, après, c'est mon nez, si on ne prend pas de risques, on n'évolue pas. Donc voilà, j'ai pris ce risque. Il a quand même été concluant. Malheureusement, en fin de saison dernière, j'ai dû me faire opérer, mais je pense que si je n'avais pas eu l'opération, la suite n'aurait pas été la même. Parce qu'on parlait de toi à Porto, Benfica, on disait que tu étais suivi. À l'intersaison, apparemment, il parlait de Braga, Guimarães. Après, c'est toujours des rumeurs, mais bon, ça parle. Donc, à mon avis, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Tu avais fait une bonne première saison. Ouais, j'ai fait une bonne première saison. Ça reste quand même un club de première division. Voilà, puis Boavista, c'est un club connu. Tu viens de beaux stades. Le Portugal, aujourd'hui, c'est regardé par tout le monde. La décennie dernière au Portugal, qui était en Ligue des Champions. Ils ont eu un coup de... Et puis aujourd'hui, si on regarde le football européen, les Portugais sont un petit peu de partout. Ouais, et puis si tu regardes le palmarès européen des Portugais et des Français année. au niveau des clubs, oui, c'est la bonne école, c'est une bonne école. Et comment est le niveau de jeu? Comment tu évoluerais par rapport à la Ligue 1, la Ligue 2, le championnat portugais? La Ligue 1, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus tactique et beaucoup plus physique. Après, le Portugal, c'est peut-être tactiquement, c'est un peu moins structuré, on va dire, même si ça reste quand même c'est très correct. C'est très correct, oui. C'est moins frileux, tu veux dire? Ouais, mais c'est plus technique. Puis après, comme on disait, il y a beaucoup de Brésiliens, d'Argentins. Et on sait qu'en Amérique latine, eux, ça attaque. Défensivement, c'est 0. mais voilà, eux, ils aiment attaquer. Tous les joueurs, que ce soit du défenseur à l'attaquant, ça aime jouer au football. Et vu qu'il y en a beaucoup au Portugal, du coup... en tant que défenseur, tu te retrouves avec beaucoup de duels face à face au contre, non? Du coup, ça va être difficile pour un défenseur. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu l'adaptation est toujours compliquée, mais je m'y suis vite habitué parce que moi, j'aime bien jouer au ballon. Et c'est vrai que quand on se retrouve, surtout avec le coach que j'ai eu, Jorge Simão, il voulait tout le temps qu'on reparte de derrière, que si c'est bloqué, on reparte par derrière, on fasse tourner. Et du coup, je touchais beaucoup le ballon, je jouais, je pouvais monter, j'étais assez libre, voilà. Et je me suis vachement plu dans ce championnat. Ouais. Après, voilà, physiquement, c'est vrai que le championnat français, c'est un cran au-dessus. C'est plus difficile, je pense, à ce niveau-là. Et est-ce que tu as repéré des joueurs pour l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu as fait le scout pour l'OM? On avait besoin d'arrière-gauche, attaquant? Je pensais aux joueurs dont j'ai parlé plus tôt. C'était Rafinha, donc le joueur qui évoluait à Guimarães, qui a joué contre l'OM en plus en Europa League, qui a été racheté par Sporting. Trop tard pour nous. Malheureusement. Maintenant, sa clause, allait 88 millions. Voilà, il y a des joueurs, Mateus Pereira qui joue à Chaves, un ailier droit, costaud, et je crois qu'il était prêté par le Sporting, lui. Donc, très bon joueur aussi. Un attaquant de pointe, Tomane, que j'aime bien. Comme profil, c'est un mec costaud? Tomane, c'est grand, costaud, c'est une machine de guerre physiquement, c'est très très costaud. Ouais, pas loin. Non, mais c'est le joueur Hulk que je parlais. Oui, non, même. Je parlais du joueur. Non, mais pour que les gens comprennent bien. Non, mais Tomane, franchement, pour avoir joué contre lui, c'est un mec, c'est horrible parce que quand il se met face à toi, tu peux pas lui prendre le ballon. Ouais, le mec, il protège, très costaud, à droit devant le but, intelligent aussi. C'est un joueur intelligent. Il sait se faire oublier, ouais. Et par contre, il a une frappe de balle. Il me faisait penser à Gignac dans la surface d'opération. Le mec, il frappe fort, lui. Le mec, voit la cage. Ça arrive, boum. Il arrive, casse, ouais.
Non, il y a pas mal de joueurs. Hein. Parce qu'il y a plein de profils après, ce qu'on se disait. Après, il y a de tout au Portugal. C'est ça. Et puis tu as beaucoup d'étrangers, entre guillemets, tu as beaucoup de Brésiliens, comme je disais, de Sud-Américains. Ouais, des Brésiliens, Argentins, Espagnols. L'ambiance, c'est quoi? Parce que le Portugal, nous, on le voit un peu aussi quand même. Il y a les 3 gros clubs et après, il y a beaucoup de business, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui débarquent. Dans les effectifs, ça fait quoi? Ça doit être bizarre quand même. Il y a beaucoup Est-ce de que tu trading. sens qu'il y a des mecs qui sont là en transition et que tu le sens vraiment fort? Ben, c'est que ça. Hein. C'est que ça. Je pense que tout ce qui est sud-américain, ils arrivent tous, ils bon, débarquent tous ouais. là-bas. Comme ils ne sont pas étrangers, c'est ça. Ils sont pas. En fait, quand ils arrivent. Non, les Brésiliens. Non, mais les Brésiliens, voilà. c'est une ancienne colonie portugaise. Voilà, Je crois qu'ils arrivent, ils ont besoin juste du visa. Ou... C'est tout. Donc ils arrivent, il n'y a pas de. La langue, c'est la même aussi. Voilà. La langue, c'est ça, du c'est coup, facile. c'est chez eux, quoi. En fait, pour eux, c'est le tremplin, quoi. Voilà, Ils même viennent par là rapport, pour repartir ailleurs. Et Peut-être les pas par agents. rapport à l'OM, mais par rapport à Auxerre, par exemple, je sais qu'à Auxerre, tu as aussi des joueurs de club, des mecs qui sont là, qui font leur carrière dans ce club, etc. Est-ce que tu as moins ça en fait au Portugal parce que ou est-ce que tu l'as aussi des gars qui sont là, qui formés, se disent je vais faire ma carrière à Boa Vista, Non, voilà, non. je reste là. Non. Enfin, à Boa Vista, en tout cas, non, parce que c'est pas Porto, c'est pas Benfica, c'est pas le Ouais. Sporting. Ouais. Mais après, la mentalité du Brésilien, peut-être plus du Brésilien que du Portugais, c'est. Déjà, c'est s'éclater déjà. Niveau football, c'est pas avoir c'est vraiment jouer, se régaler. Et Pas c'est avoir financier d'autonomie. aussi. Voilà. Mais c'est aussi financier parce que si on voit la plupart des Brésiliens et tout, ils vont jouer en Russie, ils vont jouer au Qatar, ils vont. Oui, peu importe quoi. Mais voilà, ils vont chercher aussi C'est pour ça qu'on les a pas en France, ils veulent s'amuser, ils veulent de l'argent. Non, mais bon, après, là-bas, ça respire le football, quoi. C'est des joueurs, ouais, ils aiment jouer au football, ils aiment pas être bridés, ils aiment pas. Ouais, c'est la liberté du jeu, en fait. Ouais. Il y a plus de folie quoi. Tout ça, quoi. Après, il C'est- faut arriver à trouver des entraîneurs quand même qui les recadrent parce que tu Oui, peux pas bien sûr, te ça c'est part pas dans les l'anarchie, sens. tu vois, sur Bien Internet, il faut sûr. quand même mettre sur ce. c'est pas ça. Mais de temps en temps, certains joueurs, il faut leur laisser un peu le champ libre. Oui. Je pense aux joueurs offensifs surtout. Parce que c'est là que tu vas voir la qualité du joueur, ce petit truc qui va te Ouais, le faire. grain de folie, Voilà, le grain de folie que des fois, si tu brides des joueurs, Oui, il se passe rien. le joueur, voilà, il est freiné, il fera rien, quoi. Et est-ce que du Portugal, tu as des échos sur André Villas-Boas ou tu le connais pas trop? Enfin, quel est ton avis un peu sur ce coach-là? Non, moi, cet entraîneur, je l'ai connu quand il a gagné la Ligue des Champions avec Porto. 2011, Après, voilà, c'est sûr. enfin, l'Europa League. C'était l'Europa League, ouais. L'Europa League avec Porto. Après, il est parti à Chelsea. Et après Chelsea, plus rien. Et même au Portugal, personne m'en a parlé. Parce qu'il fait Tottenham aussi, ou bon, c'est. Ouais, mais bon, en fait, après Porto, ça a été mitigé. Ça a été Ouais, il moyen. gagne en dans Russie quand même, il gagne le Ouais, championnat russe en Russie, avec le Zénith. Le championnat russe, ben, je la suis pas au coupe, courant, la ouais. super coupe. Et il fait deuxième en Chine. Bah, il avait beaucoup d'argent, il avait un gros budget, il avait Hulk d'ailleurs, je crois. Ouais, il avait Ouais, c'est ça, Hulk, ouais, Crescito. c'est ça. Bon, messieurs, ça fait déjà plus de 30 minutes, donc on va s'arrêter. Plus c'est la première partie. On a une émission longue, mais en même temps, on fait ce qu'on veut ici, c'est ça qui est bien. C'est ça, Oui, c'est la... effectivement, c'est Sur ça. Internet, on a le temps de parler. Donc voilà, on va te remercier Stéphane d'être venu. Merci à vous de votre invitation. On va te souhaiter un nouveau club, un bon club. C'est gentil. Donc, Donc c'est un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 même? Ouais, Ligue 1, bon club. Bon club de Ligue 2 qui pourquoi vise à pas, mais monter. Ligue 1, ça serait, Ouais, ça serait mieux. Ça serait On fait la cool, ouais. pub. Bon On verra. défenseur, technique. Et pourquoi notre ami Belsalit, c'est Ligue 2, c'est pas mal aussi. Hein. Après, moi, je ferme pas la porte. Bah, Je écoute, ferme pas la Petite porte. saison en championship, là tu vas en chier physiquement aussi. Hein. Ah, par contre, ouais. Marcelo, Mais si bon. quieres un defensor. Après une ou deux saisons en championship, je pense que tu reviens, t'es armé pour Ah ouais, tous je les pense que, championnats. ouais. ouais, après c'est... Voilà. Bon, bah, on te le souhaite en tout cas. Et puis, On on verra souhaite bien. que tu fasses monter Leeds parce que c'est m'a brisé le cœur quand ils sont pas montés. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.